Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière édition de la semaine du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Tout de suite, les titres. Le site www.rfi.fr est désormais classé dans la liste des sites bloqués en Russie par le régulateur des télécommunications. Roskomnadzor ont constaté vendredi les journalistes français en Russie qui ne pouvaient ouvrir le site du média. Son réseau virtuel privé, Roskomnadzor, n'a pas précisé la raison du blocage, indiquant seulement avoir répondu. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine, c'est le grand journal qui démarre à l'instant. Tout de suite, les titres. Le site www.rfi.fr est désormais classé dans la liste des sites bloqués en Russie par le régulateur des télécommunications. Roskomnadzor ont constaté ce vendredi des journalistes français en Russie. Ces derniers ne pouvaient ouvrir le site du média. Son réseau virtuel privé Roskomnadzor n'a pas précisé la raison du blocage, indiquant seulement avoir répondu à une demande du parquet général russe. Et puis les sanctions infligées au Mali font aussi mal au Sénégal. Ciment, fer, sel, viande de mouton, Dakar est dépendant de ces échanges commerciaux avec Bamako dans un contexte de hausse généralisée des prix alimentaires, ce qui inquiète les populations sénégalaises obligées pendant cette période du Ramadan à débiter 3 fois plus que d'habitude pour se ravitailler en besoins alimentaires. Les précisions dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. On ouvre ce journal avec le pré-dialogue tchadien à Doha au Qatar où les négociations du pré-dialogue se poursuivent. Et donc hier 14 avril, le médiateur qatari a reçu à nouveau les parties et présenté les propositions venues de N'Djamena. Suivons ce récit que signe Suzanne Balima. Le pré-dialogue tchadien qui se tient depuis un peu plus d'un mois à Doha au Qatar se poursuit. Ce 14 avril, le médiateur a reçu une fois de plus parties et présenté les différentes propositions de N'Djamena. Il s'agit de 26 articles repartis dans 14 pages. De façon globale, ces propositions présentées par Doha parlent d'une volonté de réconciliation au Tchad en vue d'une stabilité durable. Dans ce texte, N'Djamena promet une amnistie aux signataires, un arrêt des opérations visant leur groupe, la libération de leurs membres et de leurs biens saisis. Le pouvoir leur garantit une totale liberté de circulation et de droit de participer à la vie publique et politique en créant des partis ou en se présentant aux élections. Les groupes politico-militaires, quant à eux, devront renoncer à la violence, cesser le recrutement et accepter un processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Un processus qui passera par un cantonnement des rebelles avec la réalisation d'un recensement biométrique à chaque combattant. Toutes ces propositions et leurs contours seront examinés et lus minutieusement dans les moindres détails. La notion en titre, les sanctions infligées à Bamako font également mal au Sénégal. L'embargo sur certains produits alimentaires imposé par la CEDEAO au Mali affecte donc le Sénégal et dont les populations se retrouvent pendant cette période du jeûne du mois du Ramadan à débiter 3 fois plus pour les produits alimentaires.
Suivons une fois de plus ce reportage que signe Suzanne Balema. Les sanctions punitives du Mali par la CEDEAO affectent le Sénégal. Alors que près de 23% des exportations sénégalaises étaient destinées au Mali, le trafic entre les deux pays est fortement atteint. Lors du sommet extraordinaire des dirigeants de la CEDEAO, le 9 mars dernier, des sanctions très dures ont été adoptées en raison du non-respect par le gouvernement de transition au Mali de l'échéance des élections et ramener les civils au pouvoir. Ces sanctions concernent la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques. En outre, des coupures d'aide financière et le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. Quant à Dakar, qui dépend entièrement des échanges commerciaux sur le ciment, le fer, le sel, la viande de mouton, se voit aujourd'hui en train de faire les choses dans un contexte de hausse généralisée des prix alimentaires. Merci donc à vous, Suzanne Balema. Et vous avez donc suivi, mesdames, messieurs, les sanctions infligées au Mali affectent donc les populations sénégalaises qui sont obligées de débiter 3 fois plus pour les besoins alimentaires. Il y a de cela quelques jours, c'était les conducteurs de grumiers qui s'insurgeaient contre les sanctions de la CEDEAO infligées au Mali qui rendaient donc la circulation et le transport des marchandises difficiles. On va passer à autre chose. Non, on nous fait savoir que l'invité pour parler de cette actualité sur le Mali est déjà en ligne. Il s'agit de Monoko Touali, notre correspondant depuis Bamako, avec qui nous allons revenir sur cette actualité. Bonsoir à vous, Monoko Touali. Et voilà donc les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO qui se répercutent déjà sur leurs voisins, notamment le Sénégal. Je le disais tantôt, les chauffeurs grumiers se plaignaient déjà il y a quelques jours et cette fois, à l'occasion de ce moment du Ramadan, les populations, elles également, se plaignent puisqu'il faut débiter 3 fois plus d'argent pour s'offrir des produits alimentaires. Oui, effectivement, depuis les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO, les pays voisins ne sont pas épargnés par les effets négatifs. Alors, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres pays sont durablement touchés également, compte tenu du fait qu'il y avait la possibilité de commerce entre les citoyens de ces pays, les populations, et il y avait aussi la possibilité de libre circulation des personnes et des biens, et que aussi, ce qui est très important à noter, qui va justifier donc la souffrance des populations sénégalaises, c'est que depuis la crise 2010-2011 en Côte d'Ivoire, le Mali avait donc opté pour diversifier ou pour ne pas être pénalisé. Donc, le port de Dakar était beaucoup sollicité par les transporteurs, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires maliens. Malheureusement, avec ces embargos, le Sénégal ne peut plus donc bénéficier de leur présence, puisque ça a été délocalisé du côté de la Guinée et autres. Donc, du coup, les populations souffrent terriblement avec ce qu'on appelle aujourd'hui les difficultés du panier de la ménagère. C'est à tous les niveaux, et ici au Mali, comme au Sénégal, c'est vraiment très dur pour les populations. Les transporteurs sénégalais, comme les Maliens, ne peuvent plus circuler normalement. Les produits sont bloqués et le Sénégal en souffre terriblement. La CEDEAO ne devrait-elle pas revoir ces sanctions qui est déjà, il y a quelques semaines, avaient été rejetées par l'UEMOA, mais ils ont insisté et persisté pour sanctionner le Mali. Et voilà que cela affecte déjà d'autres pays, notamment le Sénégal. La CEDEAO ne devrait-elle pas revenir sur sa décision pour pouvoir permettre aux pays environnants de pouvoir vaquer, notamment aux populations de vaquer normalement à leurs occupations? Oui, c'est ce qui est déjà attendu ici, parce que Goodluck Jonathan sera là dans ce week-end probablement, et que la seule option qui reste, c'est de faire en sorte que
la CEDEAO puisse lever l'embargo. L'embargo qui a été décrié par tous, qui n'était vraiment pas la bienvenue. Alors, il y a lieu de revoir la position de la CEDEAO et lever l'embargo et aussi alléger la souffrance non seulement des populations maliennes, mais également des populations de la zone ouest africaine. C'est toutes les populations qui en souffrent. Les Ivoiriens l'avaient souligné également dans le cadre du panier de la ménagère, le marché très très cher partout en Côte d'Ivoire. Le Sénégal donne le ton. Il ne faut pas attendre que tout s'aggrave et que la CEDEAO puisse encore revoir le revers de la médaille. On peut donc espérer que l'arrivée de Good John Jonathan, il est attendu ici, son arrivée pourra certainement aider à ce qu'il y ait une entente entre le Mali et la CEDEAO, surtout autour du calendrier qui fait polémique. Vous, Monoko Toali, rendez-vous certainement la semaine prochaine pour des analyses aussi importantes dans nos éditions d'information. On va reparler du Tchad. Nous l'annoncions il y a quelques instants que le pré-dialogue se poursuit du côté de Doha et que bien sûr le médiateur qatari a reçu les parties et présenté des propositions venues de N'Djamena. Et pour en discuter, nous allons recevoir le deuxième invité de ce journal. Il s'agit de Ahmad Harouna Lari. Bonsoir, cher monsieur. On va dire que le pré-dialogue semble de plus en plus avoir trouvé une issue. On tend véritablement vers le dialogue du 15 mai prochain du côté de N'Djamena. Bonsoir. Aujourd'hui, à N'Djamena, tout le monde est soulagé parce que trouver un accord avec le politico-militaire, ça veut dire qu'on est en train de s'étendre vers l'issue pacifique du crise tchadienne. Donc, aujourd'hui, le gouvernement tchadien a transmis ses propositions et parmi ces propositions, ce qui est plus important, nous retenons l'implication. C'est le gouvernement qui demande le suivi de mise en œuvre par l'ONU, l'Union africaine et les médiateurs qataris. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs sociopolitiques du Tchad que le politico-militaire cherche à trouver d'issue et de s'entendre pour revenir à un dialogue inclusif. Et de l'autre côté, on constate aussi certains groupes armés, certains leaders de ces groupes armés, ils n'ont pas choisi d'être à Qatar, mais directement de revenir à N'Djamena. Pour eux, la volonté politique est acceptable. Et donc, ils ont dit qu'ils vont venir pour soutenir la transition de Doha, mais aussi revenir au dialogue sincère et inclusif dans notre pays. Parmi tout ce qui se passe là-bas, à Doha, les politico-militaires ont montré leur volonté manifeste de revenir à la table de négociation, de revenir au pays pour discuter sur l'avenir de notre pays. Mais le gouvernement de son côté, après plusieurs tentatives, après plusieurs échecs, ils ont soumis leurs propositions avec les propositions des Qataris. Nous pensons que des jours au lendemain, tous ceux qui sont à Doha vont revenir à N'Djamena pour assister au dialogue inclusif qui tend dans quelques jours ici à N'Djamena, mais aussi leur sécurité qu'on peut dire que c'est garanti. Le plus important aujourd'hui, c'est que le groupe armé nous dit, c'est la libération de leurs camarades qui se retrouvent en prison ici. Et parmi ceux qui sont à N'Djamena, mais ceux qui viennent d'arriver, on constate aussi la volonté de tous ces leaders qui se retrouvent en Libye ou dans d'autres pays de regagner N'Djamena sans passer par le Qatar ni par d'autres pays. On a l'exemple de l'ancien maire de la ville de N'Djamena, Mohamed Khatr, le chef religieux qui a combattu pendant 13 ans le maréchal du Tchad. Lui-même, il revient à N'Djamena pour la discussion et il a dit clairement que le pays a une dette envers eux, qu'ils veulent contribuer pour la paix et la stabilité de notre pays. Haroun Hari pour ces précisions. Vivement qu'une issue soit trouvée pour le dialogue national prévu le 15 mai prochain du côté de N'Djamena au Tchad. Direction la Guinée où le Rassemblement du peuple de Guinée, parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé, prend la décision de boycotter toutes les consultations nationales organisées par le gouvernement de transition chapeauté par Paul-Henri Damiba Sondaogo. Ses membres demandent aux dirigeants actuels de lever le flou autour du statut concernant le fondateur du RPG qui, depuis le retour de son séjour médical, n'est toujours pas libre de tout mouvement.
Suzanne Balema pour plus de précisions. Le parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG, a décidé jeudi soir, par le biais d'une annonce, de boycotter les assises nationales en Guinée. Il sera absent des consultations nationales en cours pour protester contre la détention des responsables du putsch de septembre 2021. Ouverte du 22 mars jusqu'au 23 avril de l'année en cours, l'actuel gouvernement a présenté ces consultations comme une occasion historique de panser les plaies du passé. Le RPG, comme certains autres partis, se sont engagés dans un boycott total de tout dialogue. L'ancien parti au pouvoir souhaite lever l'équivoque autour du statut du président Alpha Condé, déchu et toujours pas libre de ses mouvements depuis son retour des Émirats après un séjour médical. Ils protestent aussi contre l'incarcération arbitraire de leurs camarades partisans, notamment de quelques anciens ministres d'Alpha Condé et membres proches du RPG visés par des enquêtes pour des malversations financières présumées. Suzanne Balema, direction à présent au Kenya pour parler de la pénurie de gaz avec le gouvernement qui a décidé de mettre en garde les revendeurs de pétrole après des jours de pénurie et de carburant au Kenya qui ont conduit notamment à l'expulsion du pays du directeur général en Afrique de l'Est de la société française Ruby. Le gouvernement kényan met en garde les négociants en pétrole qui tentent de saboter l'économie du pays. Depuis une semaine, une pénurie de carburant a handicapé les automobilistes kényans. Les revendeurs de pétrole ont déclaré que l'État leur devait des subventions encore non versées. Certains acteurs sont en outre détournés des cargaisons destinées à un usage local pour les exporter dans une région afin d'augmenter encore les profits anormaux. Ce gouvernement ne tolérera aucune entité ou personne qui cause de la détresse en créant un problème ou un stress artificiel. Toute entité qui n'est pas prête et qui n'est pas capable, qui n'est pas disposée à travailler dans le cadre des lois du Kenya, est invitée à quitter ce marché rapidement, a donc déclaré Monica Juma, secrétaire du cabinet kényan pour l'énergie et le pétrole. Si le gouvernement kényan doit payer les fournisseurs de pétrole pour subventionner les coûts à la pompe pour les automobilistes, ces sociétés ont déclaré qu'elles attendaient 4 mois de paiement. Des accusations niées par le gouvernement qui a donc rejeté la responsabilité du manque à gagner sur des thésauriseurs et avancé que les vendeurs disposaient de réserves suffisantes pour approvisionner le pays. En vertu donc d'un accord avec le gouvernement, les détaillants ont plafonné le prix de l'essence ce mois-ci à 135 shillings kenyans, soit 1,17 $ et 1 € par litre. Le Kenya, on le rappelle, consomme près de 400 millions de litres d'essence et de diesel chaque mois selon les données du gouvernement. On va refermer ce journal avec cette information concernant la guerre en Ukraine. Et bien sûr, le site www.rfi.fr a donc été bloqué en Russie. Et donc, le site internet n'est plus accessible en Russie. Selon le média, son site internet a été bloqué par le régulateur russe de télécommunications. Roskomnadzor n'a pas précisé la raison du blocage, indiquant seulement avoir répondu à une demande du parquet général russe. Et donc, la Russie, on le rappelle, a promulgué début mars dernier une loi imposant une peine allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour la diffusion de fausses informations sur l'offensive russe en Ukraine que Moscou décrit comme une opération militaire spéciale. Au cours de ces dernières semaines, les autorités russes ont donc restreint et bloqué l'accès à des dizaines de sites d'information russes et étrangers, dont celui de la BBC britannique par exemple, ainsi que celui à plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter. Et voilà donc l'information concernant le site internet de RFI qui a été bloqué du côté de la Russie. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous Gamal Abina. Bonsoir. La dernière fois que nous parlions des sanctions infligées par la Russie, c'était pour parler des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. Et cette fois, la Russie a décidé de bloquer le site internet RFI pour divulgation de fausses nouvelles. Et voilà encore une autre décision forte
que vient de prendre la Russie. Gamal Abina. Tout à fait, c'est de bonne guerre, puisqu'il faut se souvenir quand même, et c'est une chose qui m'affecte particulièrement, que les Russes ont subi les premiers ce genre de sanctions, puisque leur chaîne de télévision RT France particulièrement, English ou allemand, ont été censurées, j'utilise le terme à dessein, censurées par l'Union européenne, parce que Mme von der Leyen considérait que c'est des sites de propagande. Alors, on peut discuter, il n'y a pas eu de démarche de droit, ça n'a pas été documenté en termes d'approche juridique du tout. Ils se sont contentés simplement de fermer purement et simplement en moins de 4 jours des médias qui étaient des médias qui avaient effectivement un financement russe, mais qui, à mon sens, parce que j'ai travaillé pendant un temps avec RT France, reproduisaient l'information qui était quand même tout de même relativement contradictoire. On avait les deux sons de cloche. Eh bien, elles ont été fermées en 4 jours avec 176 salariés qui sont quasiment mis au chômage technique, c'est sûr, et peut-être au chômage sur le terme, mais surtout, les Russes ont réagi très longtemps après. Il a fallu plus d'un mois et demi pour qu'il y ait une réaction russe sur un média comme RFI qui se veut le bras armé idéologique de la France à l'international. C'est un peu l'équivalent de BBC World. C'est des médias qui ont évidemment une orientation politique. Ce ne sont pas des médias objectifs, contrairement à ce que dit Marie-France Saragosse, qui est la responsable de RFI et des médias qui sont liés à RFI. Ce sont des médias qui, effectivement, répercutent logiquement une parole politique, puisqu'ils sont payés par leur gouvernement, comme l'était RT France. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Russes utilisent évidemment des méthodes de rétention qui sont parfaitement logiques. Ça a tardé à venir, c'est arrivé avec BBC assez rapidement. Avec RFI, c'était un peu plus long, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il semblerait que l'implication de la France dans le conflit ukrainien commence à peser de plus en plus. Alors, j'ai envie de dire simplement par rapport à ces questions-là, c'est que d'un côté, on a des médias comme Marie-France Saragosse nous dit qui seraient objectifs, qui ne répercuteraient que la vérité et qui éclaireraient les Russes. Et de l'autre côté, des médias de propagande qui ne seraient pas objectifs, donc des médias russes, qui seraient des médias de propagande et qui ne répercuteraient que la propagande d'État. Ce n'est pas tout à fait faux, effectivement, les Russes pratiquent, puisqu'ils sont en guerre de la propagande, mais les Français, les Anglais, les Européens en général, qui ne sont pas en guerre contre la Russie, utilisent malheureusement les mêmes méthodes de propagande. Et la conséquence directe de ces méthodes-là, qui sont de plus en plus évidentes, c'est que les Russes, finalement, décident de fermer de façon autoritaire, comme l'ont fait les Européens, un média qui se dit effectivement objectif. Alors l'objectivité, je le rappelle encore une fois, c'est celui qui vous paye qui vous la donne. En l'occurrence, quand un média est payé par l'État français, qui est partie prenante dans un conflit dans lequel il a tout de même, malgré tout, une certaine sympathie pour l'Ukraine, on a du mal à penser que l'objectivité puisse être au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont décidé de sanctionner les Français, de même qu'ils ont sanctionné les Anglais. S'étendre à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Chaque jour, il y a un nouveau rebondissement. La guerre se fait surtout par médias interposés, raison pour laquelle je pose la question de savoir jusqu'à quand finalement la fin de ce conflit Russie contre Ukraine. La fin, c'est très facile à trouver. Il suffirait juste que les Européens oblige M. Zelensky, qui manifestement ne semble pas comprendre qu'il est en train de faire tuer des gens sur son territoire, parce qu'il ne peut pas gagner la guerre, c'est évident, oblige M. Zelensky à respecter les accords qui avaient été signés avec les Russes en 2014. Malheureusement, les accords de Minsk ne sont pas respectés, et c'est bien dommage. La Biélorussie est partie prenante aussi, on le sait, mais il pourrait y avoir, on voit bien que les Turcs tentent de créer une médiation, il pourrait y avoir des pays africains, pourquoi pas l'Algérie, qui offriraient leur service pour trouver un terrain d'entente. Alors, pour que cette guerre médiatique dont vous parlez s'arrête, il faut d'abord que la guerre sur le terrain, la guerre réelle, la guerre qui tue les gens, la guerre qui, malheureusement, pour les Ukrainiens, leur coûte très cher, puisque de toute façon, au bout d'un moment, au départ, les Russes y sont allés doucement, ils n'ont pas bombardé les villes, on voit bien. Puis au fur et à mesure, avec les résistances, forcément, on commence à avoir des bombardements de moins en moins ciblés, finalement. Ça commence à s'élargir. Et pour que cette guerre s'arrête, eh ben, il faut que les Européens arrêtent de jouer la carte du pourrissement, qui n'écoutent plus les États-Unis, qui sont des va-t-en guerre. Biden est un criminel de guerre, je le rappelle quand même. Il avait voté en 2003 les budgets pour que les Américains envahissent l'Irak, donc ce n'est pas un homme qui est dans la légalité. C'est un homme qui insulte le président russe, alors que le contraire n'est pas vrai. Les Russes n'insultent pas les Américains. Biden pousse les Européens aux sanctions, alors qu'il leur profite à plein régime. Il gagne de l'argent grâce à cette guerre, parce que le pétrole et le gaz sont montés en flèche et que ça l'avantage. Mais Biden, surtout, est un personnage qui est un troublion de la politique, pas très équilibré et qui pose problème. Donc je pense que les Européens devraient se parler entre eux, devraient couper leur relation avec les Anglais qui ne sont pas européens de façon, mais surtout avec les Américains, et commencer à présenter leurs bons offices pour que cette guerre s'arrête. Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour qui passe, ce sont des morts inutiles qui continuent à être comptabilisées. Et chaque jour qui passe, la propagande va augmenter forcément, puisque chacun ira de son
de son outil de propagande. Ce qui pose problème aux Occidentaux aujourd'hui, c'est que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud n'ont pas suivi cette propagande et ne veulent pas la suivre. Ce qui pose problème aux Français en particulier, c'est que 52% dans un sondage récent de la population française n'est pas sensible à cette propagande. Elle se rend bien compte que le préalable à tout ça, c'était effectivement une présence des néo-nazis qui existe là-bas, on le sait. C'était une présence de bombardements récurrents depuis 2014 dans le Donbass qui n'ont jamais respecté les populations civiles. Et surtout, c'est un parti pris évident en faveur d'un pouvoir qui est arrivé par un coup de force. Ce n'est pas une démocratie au départ l'Ukraine, c'est un coup de force qui a chassé l'ancien président en 2014 du pouvoir. Et donc, les dirigeants politiques ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur population du bien fondé de cette guerre et du fait qu'il faille absolument se mettre du côté des malheureux Ukrainiens, qui effectivement sont malheureux. Les populations civiles qui souffrent, elles sont malheureuses. Mais les dirigeants n'ont rien de malheureux, ce sont les enfants d'oligarques qui sont des prédateurs et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est s'en mettre plein les poches. Donc aujourd'hui, si on veut qu'on en finisse avec la propagande médiatique, il faut qu'on en finisse d'abord avec la guerre sur le terrain, la véritable guerre qui tue des gens. Abina, rendez-vous certainement la semaine prochaine Avec pour de nouvelles analyses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ici s'achève cette dernière édition de la semaine du Grand Journal africain sur la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision.